Depuis quelques années se pose la question du sens au travail. On va même parler ici. Le fond de cette question, en fait, c'est finalement, est-ce que c'est ça que j'ai envie de faire au quotidien ? Et comme on a pu le voir, c'est une question qui se pose encore plus en cas de crise. Ça a été le cas avec la pandémie de 2020. Et finalement, quelques années après, et alors que le climat paraît plutôt propice à l'entrepreneuriat, ou en tout cas à la mise en avant de la vie entrepreneuriale, finalement, il y a assez peu de personnes qui sautent le pas. Manifestement, c'est pas parce qu'on est tous des losers. Alors qu'est-ce qui fait qu'on va continuer avec un travail qu'on n'apprécie plus ? On a tous dans notre entourage des gens pas très satisfaits ou complètement insatisfaits de leur travail, et peut-être même que c'est votre cas. On a même des études assez alarmantes qui annoncent à peu près 80% de personnes pas vraiment impliquées dans leur travail. Alors est-ce que on est obligé d'être comme ça ? Est-ce que finalement le collaborateur est forcément un masochiste ? J'ai des goûts très particuliers. Mais d'abord clarifions 2 points. Premièrement, pour la plupart d'entre nous, un travail, c'est alimentaire. Un travail, c'est le meilleur moyen d'avoir un salaire à la fin du mois et de subsister. Et dans ce cas-là, on travaille pour survivre, on travaille pour vivre, pour pouvoir manger, particulièrement en période d'inflation. C'est évidemment éminemment respectable. Et dans ces cas-là, on se pose beaucoup moins la question de changer de travail, et même si c'est un peu plus compliqué, on va garder ce travail qui nous assure un revenu. Mais pour aller plus loin, et comme on le verra certainement un jour, finalement le salaire c'est davantage un levier de démotivation qu'un levier de motivation. Et ça en fait un enjeu assez important pour les entreprises et pour les collaborateurs, à tel point que certaines entreprises ont choisi d'aider les collaborateurs peu impliqués ou ne se sentant plus très bien dans le travail à partir en leur proposant de l'argent pour le faire. Alors chez nous on a la rupture conventionnelle, mais ça va même jusqu'à Amazon qui il y a quelques années proposait une offre appelée The Offer qui leur permettait de finalement plutôt réguler leurs effectifs suite à des booms d'activité. Deuxième point, on ne parlera pas aujourd'hui de ceux qui se plaignent un coup de temps en temps ou ceux qui ont une petite période un petit peu plus difficile. Un travail, ça peut pas être fun tout le temps, on peut pas être au top à tout moment, que ce soit nous ou que ce soit notre environnement, donc c'est normal d'avoir des coups de mou. On ne va pas traiter non plus ceux qui pensent que de toute façon c'est comme ça, il faut bien travailler, qui ralotent gentiment, mais finalement ne s'en plaignent pas plus que ça, et puis pour qui le travail c'est pas si important. De la même manière, on fera attention à sortir de notre réflexion aujourd'hui les gens qui se plaignent pour de bonnes raisons, il y a de vraies douleurs au travail, de vraies maladies associées aux professionnels, et dans ce cas-là, bien évidemment que c'est logique, quelquefois ce sont des gens qui n'ont pas d'autre choix, comme on l'a vu pour des raisons de salaire, de garder ce travail, et eux c'est encore autre chose. Non, ce qu'on va traiter aujourd'hui, c'est vraiment ceux qui râlent depuis un moment, ceux pour qui ça va jamais, vous savez, ceux où ça va pas, vous voyez comment on est managé, ailleurs c'est mieux, je pourrais être plus reconnu, je pourrais avoir plus de salaire. D'ailleurs, ils en font un sujet récurrent, hein. Si je voulais, je pourrais partir, je pourrais avoir autre. Et pour autant, ils ne font rien. Alors pourquoi ? L'être humain est biologiquement fait pour avoir peur de ce qu'il ne connaît pas. Et pour ça, il y a une bonne raison, ça vient plutôt de nos ancêtres, où finalement l'inconnu, c'était le danger, et s'en méfier, c'était assurer sa survie. Aujourd'hui, ça prend du sens dans le cadre du travail, parce que l'inconnu, c'est peut-être quitter une situation, à défaut d'être parfaite, qui est en tout cas à peu près confortable. C'est difficile de partir quand on est en couple, quand on a des crédits, quand on a acheté une maison, quand on a des enfants, on ne sait peut-être pas où on va, et finalement, même si on s'en plaint et qu'on pense que ça pourrait être mieux ailleurs, cette peur de ce qu'on va perdre et de ne pas savoir où on va, ça nous bloque, ça nous paralyse, un peu comme un instinct de survie. Et d'ailleurs, ce phénomène, cette réflexion, a un nom, c'est un biais qui s'appelle l'aversion à la perte. L'aversion à la perte, c'est le fait qu'on est tous beaucoup plus sensibles à ce qu'on peut perdre qu'à ce qu'on peut gagner. C'est ce même biais qui fait que pendant les soldes, vous allez acheter un produit à moins 50% parce que vous ne le retrouverez jamais à ce prix-là, alors qu'à l'origine, vous n'en avez absolument pas besoin. De la même manière, c'est ce même biais qui fait que sur les paquets de cigarettes, on préfère vous dire si vous continuez à fumer, vous allez avoir un trou dans la gorge et une sale maladie, plutôt que vous dire que si vous arrêtez de fumer, vous respirez mieux, vous sentirez mieux. Encore une fois, on est beaucoup plus sensible à ce qu'il y a à perdre qu'à ce qu'il y a à gagner, et dans le cadre d'un changement de travail, évidemment, c'est très paralysant. Et pour compléter, on a un deuxième petit biais qui est intéressant, c'est que l'humain n'est pas fait pour le long terme. Puisqu'on n'est pas fait pour le long terme, c'est pour ça qu'on préfère
un régime miracle, des petites pilules, des médicaments ou un abonnement à la salle de sport à laquelle on n'ira pas, plutôt que de simplement faire un petit peu de sport, manger quelques fruits et légumes, dont on est sûr des résultats, mais qui seront beaucoup plus longs à arriver. Dis donc, encore un abonné qui ne viendra jamais, qui a failli se désabonner de Body Bogoss. Si vous combinez l'aversion à la perte et le long terme, la peur du long terme, forcément, quitter un travail pour un endroit dont vous n'aurez les bénéfices peut-être que dans 6 mois, 1 an ou 2 ans, ça fait peur, ça vous bloque, et donc vous gardez votre situation actuelle. Changer d'emploi, ça signifie généralement de devoir vivre un nouvel environnement. Un nouvel environnement qui va avoir des nouvelles relations, un nouvel historique, peut-être une nouvelle hiérarchie, peut-être des nouvelles habitudes, peut-être des nouveaux rites, tout ce qu'on va mettre dans la culture d'entreprise, des nouveaux clients, des nouvelles normes, etc., etc. Et même si vous êtes un expert dans votre domaine actuel, ce changement, ça peut faire peur. Et c'est un processus qui peut sembler très décourageant. Si aujourd'hui vous êtes reconnu comme un spécialiste ou un expert dans votre domaine, dans votre entreprise, il n'empêche que dans la nouvelle, vous devrez quand même retravailler, rechanger, apprendre de nouvelles choses, changer vos relations, reconstruire, et ça peut être assez inquiétant, et encore une fois, plutôt décourageant. Parce que finalement, un nouvel environnement de travail, même quand on connaît très bien son job, ça peut être très intimidant. Et puis, ça peut aussi demander des efforts que vous n'aviez plus l'habitude ou plus l'envie de fournir depuis des années. Parce que chaque entreprise a sa propre culture, et chaque équipe a sa dynamique qui va être unique. Alors repartir en arrière, ça va impliquer non seulement de maîtriser des nouvelles compétences, mais de comprendre les subtilités de la culture d'entreprise, de s'intégrer à sa nouvelle équipe, et puis de bâtir des nouvelles relations professionnelles. Et quoi qu'on en dise, même si vous êtes pionnier, créatif, que vous avez envie d'aller de l'avant, et que vous êtes plutôt optimiste, l'humain préfère quand même sa zone de confort. Et quoi qu'il arrive, vous allez être obligé, dans un nouvel environnement, de vous remettre en question. Et ce sentiment de repartir un peu en arrière, voire de repartir complètement de zéro dans le cas d'un changement de carrière, évidemment, ça fait peur, et ça va nous bloquer. Vous n'aurez pas d'autre choix, en changeant de situation, que d'apprendre des nouvelles choses. Donc prenez ça comme une opportunité personnelle et professionnelle, ça fait partie du processus. Il faut avoir un petit peu de flexibilité, de l'ouverture d'esprit, et finalement, se donner des objectifs, peut-être à court terme, mais aussi à moyen et long terme, qui vous permettront d'apprécier l'ensemble de l'aventure. Il faut bien se l'avouer, s'il y a un domaine où le français a peu d'égal, c'est au niveau du râlage. En vrai, ça coûte pas grand-chose, ça défoule, ça donne un sujet de conversation, alors on s'en prive pas. Et tous les sujets y passent. Le plus classique étant « c'est mal géré » et « j'ai trop de boulot ». Aussi étonnant que ça puisse paraître, ça peut devenir une habitude qui plaît, dans laquelle on se sent bien. Ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Et le fait de changer de travail, peut-être même de changer de poste au sein de la même entreprise, c'est perdre aussi cette plateforme, c'est perdre aussi ce moment où je peux me plaindre, peut-être que ma situation n'est pas si terrible, mais j'ai pris l'habitude de râler, de me sentir comme ça, et j'y ai trouvé mon équilibre. Et finalement, en fait, on va râler plus par habitude que parce que les choses ne vont pas vraiment. Et ça, c'est un point qui est important. Il ne faut jamais sous-estimer à quel point ces habitudes de plainte ou de discussion, voire de rumeurs, peuvent finalement jouer sur votre santé mentale et finalement être un frein assez fort à votre développement professionnel, mais même personnel. Mais quand on a dit ça, finalement, on n'explique pas grand-chose. Alors, est-ce que vous savez pourquoi on aime se plaindre ? Il y a 2 raisons. L'estime et l'amour du groupe. L'estime, tout d'abord, parce que se plaindre qu'on est débordé, que ça va pas, qu'on nous reconnaît pas ou que les choses sont mal gérées, et là, peu importe le degré de vérité là-dedans, ça nous permet d'exister. De montrer que nous, on en a conscience. On a conscience de ce qui se passe. Et que malgré tout ça, on est suffisamment professionnel pour faire notre travail. Et même un peu plus. Et pour beaucoup, la dimension sacrificielle de leur travail montre leur valeur. C'est important de montrer qu'on est débordé, qu'on en fait plus. Est-ce que vous voulez une preuve de ça ? Imaginez un collègue ou une collègue ou quelqu'un de votre entourage qui va vous dire qu'il a largement le temps de faire son travail, que finalement il n'est pas débordé, que tout se passe bien et que ses tâches sont faites sans douleur en temps et en heure. Avouez que l'idée qui vous a traversé, c'est que cette personne elle pourrait facilement en faire plus et qu'il y a des chances pour que ce soit les autres qui compensent son boulot. Ensuite, la notion de groupe. L'humain est un animal social.
Comme on l'a vu tout à l'heure, on a des réflexes de survie et finalement faire partie d'un groupe pendant longtemps, ça a été assurer sa survie. Et on a des restes de ça. Quelquefois, son travail, on l'aime plus tant que ça, mais on aime bien ses collègues et finalement ça va nous suffire. Mais il y a aussi un cas un petit peu plus pervers, qui va se relier au fait qu'on aime se plaindre, c'est quand finalement il n'y a pas suffisamment de projets transverses, pas suffisamment d'esprit de groupe créé par l'entreprise. Et ça, l'humain, il aime bien s'en créer. Alors comment il va faire ? Eh bien l'humain, il est très doué pour trouver des moyens, et en inventer si besoin, pour créer un groupe. Et parmi ceux-là, la critique et la rumeur. Vous savez, c'est ce fameux moment où on se retrouve à la machine à café, à commencer à faire un petit peu de messe basse, ou à dire « Ah, t'as vu ce qui se passe là-bas ? Oui, mais je pense qu'ils nous disent pas tout, et puis finalement, j'imagine que... » et puis, etc., etc. Qui fondamentalement ne part pas toujours d'un mauvais sentiment, mais part surtout d'une envie de partager un secret, ou de partager une opinion avec quelqu'un d'autre, et ainsi avoir un sentiment de groupe, avoir un sentiment d'unité, et avoir un ennemi commun. Avoir cet ennemi commun ou pouvoir critiquer l'entreprise, c'est finalement se donner le moyen de dire à un collègue « Ah, tu as vu, on est pareil, on pense la même chose. À nous, on nous dit pas tout. On est spéciaux. » Et l'humain, ça, il aime beaucoup. Parce que la plupart du temps, ce qu'on cherche, c'est pas vraiment à partir. Ce qu'on cherche, c'est de la reconnaissance de l'entreprise et du groupe. Quitter un travail, finalement, même si ça n'en a pas l'air, ce n'est jamais un défi uniquement personnel. C'est forcément un défi où d'autres vont être associés. Déjà, il y a ceux qui restent. Par exemple, vos anciens collègues, vos anciens dirigeants, qui vont soit vous trouver comme quelqu'un qui est un déserteur, soit vous penser comme quelqu'un qui est finalement un peu trop chanceux. Et puis, il y a aussi notre entourage. Et la pression sociale, elle est hyper importante. Les amis, la famille vont pouvoir réagir de manière très critique s'ils ont la sensation que vous prenez un risque en vous réorientant professionnellement. Alors bien sûr, ils vont dire ça pour votre bien. En général, ça va pas beaucoup vous aider. Et je ne vous parle même pas de la pression quand c'est une réorientation professionnelle complète. Vous savez, c'est le fameux « c'était bien la peine de faire 5 ans d'études ». Les jugements extérieurs ne devraient pas dicter nos choix professionnels. Mais ça reste plus facile à dire qu'à faire. Surtout si des gens autour de vous ont investi du temps et des efforts dans vos études, dans le fait que vous montiez en compétences, ou s'ils avaient un plan de carrière pour vous, dans tous les cas, s'ils étaient liés à votre ancien emploi. Alors même si c'est difficile, il est important de se concentrer sur nos propres aspirations, sur nos propres envies et sur nos propres besoins. Et autant que possible, ignorer toute critique ou toute discussion qui ne permettrait pas d'avancer dans notre réflexion. Et la pédagogie que vous allez avoir avec votre entourage est essentielle. Et ce ne sera pas toujours facile. Dans certains cas, ça peut même vous demander de devoir vous couper de quelques personnes, au moins pendant quelques temps, le temps que vous puissiez avancer et que ça ne vous bloque pas dans votre épanouissement. Petit bonus sur ce point, avec la peur d'avoir tort. Et si jamais mon idée de boîte n'était pas si bonne et que je devais fermer mon entreprise ? Et si jamais finalement me réorienter dans cette autre carrière, j'y étais pas plus satisfait. Ou si je ratais ces nouvelles études. Ou si ça marchait pas. Ou si je gagnais pas plus. Et si je regrettais. Ça, c'est extrêmement bloquant. Déjà, la peur de l'inconnu, la peur de nos propres réactions. Mais ce qui peut nous bloquer encore plus, c'est le regard des autres. Et tous ceux qui n'étaient pas trop d'accord avec notre décision, tous ceux qui pouvaient la critiquer en amont, auront un malin plaisir à se rappeler à notre bon souvenir et à nous dire que, ils nous l'avaient bien dit. Faut pas exagérer non plus, avec toutes les études que je t'ai fait faire. Et ça, pour certains, c'est tellement bloquant qu'ils préfèrent ne rien faire et ne pas bouger. Pour vous aider, retenez que chaque décision induit une part d'erreur. Il y aura forcément des choses qui vont pas se passer comme vous avez prévu, la vie n'étant pas un tableau Excel. Retenez qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Il y a seulement des décisions à partir desquelles on doit agir pour qu'elles se révèlent être bonnes. La seule mauvaise décision, c'est celle qu'on ne prend pas. Dans beaucoup de cas, quitter son travail, c'est pas seulement quitter un salaire, c'est aussi quitter tous les avantages qui y sont liés. Et parmi ces avantages, on peut imaginer la mutuelle, des horaires aménagés, un comité d'entreprise, pourquoi pas une conciergerie, des actions, des parts, du matériel, de l'ancienneté,
des avantages si vous êtes cadre, des passe-droits qui peuvent même être tacites pour des services rendus par le passé. Et cet ensemble de privilèges peut créer une véritable cage dorée. Ça, c'est particulièrement valable dans les grands groupes qui ont bien compris que mettre en place ces avantages permettait de fidéliser des collaborateurs qui, quelquefois, pouvaient trouver que ça n'avançait pas assez vite et que finalement, travailler dans une plus petite structure, ça pourrait être intéressant. Et quand on a un vrai plan de carrière et quand on a des véritables avantages qui sont mis en place, et bien finalement, le calcul il est plus important que juste le salaire. C'est peut-être le salaire, la voiture de fonction, et puis le petit club privé, les avantages pour les enfants, le club sportif. Et ça commence à faire beaucoup à quitter, juste pour des petites choses qui ne plaisent pas au travail. Et puis quitter un travail, quelquefois, c'est quitter un titre. Au fur et à mesure des années, vous êtes devenu responsable, vous êtes devenu directeur, ou même si vous ne l'êtes pas devenu dans le titre, vous l'êtes dans le cœur des gens, vous êtes là depuis suffisamment longtemps, vous êtes reconnu. Et ça, perdre cette valorisation sociale, cette forme de reconnaissance, ça peut bloquer beaucoup d'entre nous. Changer de carrière, pourquoi pas, mais repartir tout en bas de l'échelle, ça c'est plus compliqué. Le seul moyen de gérer cette transition, c'est de prendre son bien-être global. Alors oui, il y a le bien-être matériel, et c'est important, et oui, vous allez devoir quitter des choses. Il n'y a pas de changement en gardant la même situation. Ce serait trop beau et ça n'arrive pas. Mais ce qui va compter, c'est vraiment ce que vous souhaitez accomplir ou comment vous souhaitez vous sentir dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans ou dans 10 ans. Et c'est cette globalité qu'il faut prendre de la même manière que vos avantages doivent être pris de manière globale. Nous voici à la 6e et dernière raison de ne pas quitter un travail que l'on n'aime plus trop, et c'est peut-être la plus difficile. Finalement, ce qui est nécessaire, c'est de savoir ce que l'on souhaite vraiment. Parce que la routine quotidienne, ça nous enlève un poids. En vivant la même chose tous les jours, certes, c'est peut-être pas parfait, mais au final, on sait où on va. On peut imaginer que ce serait mieux ailleurs, mais cet ailleurs, quelle forme il peut prendre ? Est-ce que je veux un nouveau poste ? Est-ce que je veux apprendre des nouvelles choses ? Est-ce que ce que je veux, c'est simplement du salaire et que je suis prêt à des sacrifices pour ça ? C'est assez difficile de s'en rendre compte tout seul. Choisir de partir, c'est devoir se poser des questions profondes et définir ce que vous pensez être ce qu'il y a de mieux pour vous. Une vie de freelance ou d'entrepreneur, ça vous fait rêver ? Ok, mais est-ce que vous êtes prêt à endurer les moments de peur, les ascenseurs émotionnels et le fait de courir après les clients ? Vous voulez changer de métier ? Reprendre vos études ? Est-ce que vous allez tenir à 6-7 heures par jour en cours, sans compter les devoirs à rendre, et puis peut-être le travail qu'il faudra faire à côté ? Chaque choix a son pendant. Plus de temps pour vous ou plus de responsabilités ? Plus de salaire ou moins de pression ? Et ces questions ont forcément un impact sur notre mode de vie, sur notre entourage, ou sur simplement ce qu'on souhaite être, ce qu'on voudrait être à l'avenir. Et là, on rejoint notre thématique du long terme. Vous ne pouvez pas vous poser ces questions-là que sur du court terme. Vous devez avoir une projection. Et ça peut être difficile pour la plupart d'entre nous. Et c'est un processus qui peut être un peu douloureux. Parce que ces questions, on n'est pas forcément habitué à se les poser, on n'a pas toujours envie de se les poser, et puis surtout, il n'y a pas de réponse parfaite. Quoi que vous choisissiez, vous allez devoir sacrifier d'autres choses, au moins pendant un temps. Il est donc crucial de prendre le temps nécessaire pour mettre en place les réflexions, mais aussi le plan d'action qui vous permettra d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés pour atteindre votre épanouissement personnel. Et surtout, prenez le temps de rencontrer des mentors ou des gens qui sont dans le métier ou qui pourraient vous conseiller de manière la plus objective possible afin de vous montrer la réalité de ce que vous voulez faire. S'ils sont honnêtes avec vous, ils vous diront ce qu'il y a de bien, mais ce qu'il y a aussi de plus difficile dans le processus ou dans la carrière que vous souhaitez mettre en place. Et dans ce cas-là, vous pourrez prendre une décision parfaitement éclairée, en toute connaissance. Encore une fois, ça ne se passera pas exactement comme vous l'avez prévu, mais vous serez prêt à faire face à ces différentes surprises. Enfin, posez-vous toujours cette question essentielle. Il y a Steve Jobs qui disait un truc qui est assez cool. Il disait, si vous avez 3-4 jours dans votre vie d'affilée où vous vous dites, mais si c'était mon dernier jour, je ne ferais pas ça. 3-4 jours, ça passe. Personne ne peut faire un perfect comme ça. Faut tolérer. Par contre, si ça fait 4 ans, faut partir. La peur de l'inconnu, la perte de statut, le regard des autres, ou tout simplement ne pas savoir ce qu'on veut vraiment, que ce soit émotionnel, social ou professionnel, les raisons de rester sont finalement plus nombreuses que les raisons de partir. En tant que collaborateur, vous devez vous poser les bonnes questions et surtout savoir ce que vous avez envie de faire.
Et en tant qu'entreprise, il s'agit d'un vrai enjeu. Certes, c'est peut-être plus confortable de garder des gens parce qu'ils ont peur de partir, mais finalement, si seulement la peur les retient, eh ben, ça ne va pas en faire des gens très impliqués. Alors si vous choisissez de rester, ou si en tant qu'entreprise, vous essayez que vos collaborateurs restent, faites-le pour de bonnes raisons. Dans tout ce qu'on a dit, il n'y a pas de mauvaise raison. Vous avez le droit d'avoir peur, vous avez le droit d'avoir des soucis avec l'inconnu. La question, c'est qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour atteindre vos ambitions, vos souhaits, ou mener la vie que vous souhaitez. Dans tous les cas, il est important de se rappeler que ces obstacles peuvent être surmontés. En identifiant vos peurs et vos croyances limitantes, et en les confrontant, vous allez pouvoir ouvrir la porte à de nouvelles possibilités. Et peut-être à des choses qui vous plaisent un peu plus, ou en tout cas plus en adéquation avec vos aspirations. Alors que vous cherchiez à quitter votre emploi, ou simplement à vous poser les bonnes questions, ou à comprendre ce qu'il y a derrière vos réflexions, n'oubliez jamais que derrière chaque choix, il y a des défis, que tout ne sera pas facile, mais que dans tous les cas, une décision, c'est toujours une opportunité et jamais une obligation. Et surtout, n'oubliez pas qu'on n'est jamais à l'abri de réussir. À bientôt.